Il était 15h32 un mardi. Le Mistral soufflait fort, charriant une odeur de poussière, de pin et de mer lointaine. Mais la seule odeur que je sentais, était celle de la cordite et de mon propre sang qui coulait sur le bitume. La porte latérale de cette camionnette blanche s'est ouverte. Elle n'a pas fait le bruit d'une porte de fourgon, elle a fait le son d'un coffre-fort de banque qui se déverrouille. À cet instant, j'ai compris. Nous n'étions pas en train de braquer un livreur. Nous venions de frapper à la porte de l'abattoir. Cette histoire ne restera pas longtemps en ligne. La DGSI efface des témoignages comme celui-ci tous les jours pour protéger ses protocoles d'opération. C'est un document classifié que je vous livre, une archive vivante d'une guerre de l'ombre. Alors avant que mon récit ne disparaisse dans les serveurs de l'État, laissez votre like et abonnez-vous. C'est le seul moyen de garantir que ces vérités continuent de circuler, de percer le silence officiel. C'est la vie, et c'est le prix à payer pour savoir. Maintenant que vous avez renforcé le canal, que vous faites partie du cercle des initiés, revenons 2 heures avant l'enfer. Avant que le son des HK G36C ne déchire le calme des quartiers nord, avant que le nom de Karim, le fantôme, ne devienne synonyme des échecs cuisants. L'arrogance était notre carburant. Et ce jour-là, on avait fait le plein. On se sentait invincible, des dieux de béton et d'acier régnant sur notre petit royaume de misère et de millions. On était le système, frérot. À la Castellane, notre parole était la loi de la République. Les flics de la BAC, la brigade anti-criminalité, mangeaient dans notre main, comptant de leurs enveloppes pour fermer les yeux sur nos activités. On contrôlait le terrain, chaque four, chaque hall d'immeuble. La DZ Mafia n'était pas un gang, c'était une institution, une multinationale du stupéfiant qui pesait des millions d'euros par mois, et on se croyait intouchable, au-dessus des lois des hommes. Mon équipe, était la garde rapprochée. Yacine, mon cousin, 28 ans, un pitbull de 95 kilos qui ne vivait que pour l'adrénaline de l'affrontement. Il y avait aussi Sofiane et Driss, 2 jeunes loups affamés, rapides à la gâchette et encore plus rapides pour dépenser l'argent. Et moi, Karim, le lieutenant, le cerveau. À 34 ans, j'y étais celui qui planifiait les opérations de force, les extractions, les attaques contre les clans rivaux. La couronne M était promise. Notre arsenal était celui d'une petite armée. Dans le coffre de nos voitures, des Kalachnikov AKM de fabrication serbe, robustes et terrifiantes, le symbole de notre pouvoir. À la ceinture, chacun portait un Glock 19 autrichien, fiable et discret. On avait des munitions à pointe creuse, conçues pour causer un maximum de dégâts. On n'était pas des amateurs. On se voyait comme des opérateurs, des soldats d'une guerre urbaine que nous étions en train de gagner. La motivation, ce jour-là, était double, la cupidité et le pouvoir. Un tuyau, une information prétendument en or, nous était parvenu d'un informateur. Une camionnette devait transporter 500 000 € en liquide, le paiement du clan rival, le clan Yoda, à ses fournisseurs espagnols. Était l'occasion rêvée de les paralyser financièrement et de nous affirmer comme les seuls rois de Marseille. Le plan était de moi. L'embuscade était mon chef d'œuvre, la gloire serait mienne. On se sentait comme des prédateurs guettant leur proie. Installé dans une Audi RS6 noir mat, on écoutait du Jules à fond, les basses faisant vibrer les vitres teintées. Les liasses d'euros s'entassaient sur le tableau de bord. Vestige des bénéfices de la nuit précédente. On se sentait au sommet du monde, invulnérable, ignorant que nous n'étions que du bétail que l'État avait décidé d'engraisser avant l'abattage. L'arrogance est un poison lent. Tu ne sens ses effets que lorsqu'il est trop tard. Le plan était simple, brutal, efficace. Une technique de levrette classique. On allait coincer la camionnette dans le rond-point qui servait de goulot d'étranglement pour entrer dans la cité. Un véhicule devant, un véhicule derrière. Pas de échappatoire. On descendrait lourdement armé. On récupérerait l'argent et on disparaîtrait dans le labyrinthe de la Castellane. Une opération de 10 minutes, propre, sans bavure. On l'avait fait des dizaines de fois, était notre routine, notre savoir-faire. Le jour de l'opération, la tension était palpable, mais était une tension excitante, celle qui précède la victoire. Mon équipe, 5 hommes en tout, se répartit dans 2 voitures volées, une Audi RS3 grise et un Peugeot 3008 noir. On se positionna de part et d'autre du rond-point, communiquant par talkies-walkies cryptés. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur le métal des carrosseries. L'air sentait le goudron chaud et le diesel.
On attendait le signal, le cœur battant au rythme de la guerre, puis elle est apparue. La camionnette Renault Master blanche, exactement comme décrite dans le tuyau. Elle avançait lentement, fatiguée, anonyme. Le véhicule parfait pour une transaction discrète. Une proie idéale, sans défense, qui se dirigeait tout droit dans nos mâchoires. J'ai regardé mon cousin Yacine, assis à côté de moi, un sourire carnassier sur les lèvres. On se sentait déjà plus riche, plus puissant. On ne savait pas qu'on regardait notre propre cercueil roulant. J'ai murmuré dans le talkie « C'est elle ». Phase 2. Le timing était parfait. Au moment où la camionnette entrait dans le rond-point, l'Audi RS3 démarra en trombe et lui coupa la route, la forçant à piler. Simultanément, je plaçai le Peugeot 3008 juste derrière elle, bloquant toute retraite. Un sandwich parfait. L'opération se déroulait comme prévu. Chaque mouvement était chorégraphié. On était les maîtres du jeu, les seigneurs de ce périmètre. Je suis descendu avec Yacine et Sofiane, nos kalachnikovs bien en évidence, tenus pointés vers le bas mais prêts à faire feu. L'image classique du pouvoir du narcotrafic marseillais. On avançait vers la cabine du conducteur, l'adrénaline pompant dans mes veines. Était le moment que je préférais, celui où la peur dans les yeux de la victime confirmait mon statut, ma domination. J'allais savourer chaque seconde de cette humiliation, de cette prise de contrôle. Dans ma tête, la scène était déjà écrite. Le chauffeur allait supplier, pleurer, nous donner les clés et l'argent sans discuter. On allait peut-être lui mettre 1 ou 2 claques pour le principe, pour l'histoire. On allait repartir avec un demi-million d'euros et le soir même, on fêterait notre victoire en faisant sauter le champagne dans une villa sur la corniche. La certitude d'une victoire facile est le piège le plus dangereux qui soit. On se sentait comme des loups encerclant un mouton égaré. La rue était déserte à cette heure-ci. Le silence seulement brisé par le ronronnement de nos moteurs et le sifflement du Mistral. Chaque détail semblait confirmer que la chance était avec nous. Le véhicule était vieux, sans logo, conduit par un type qui devait être un simple employé, un civil payé une misère pour risquer sa vie, un pion sacrifiable dans le grand échiquier du crime organisé. J'ai frappé violemment la vitre du conducteur avec la crosse de ma Kalachnikov. Le bruit sec a résonné dans l'habitacle. J'ai crié, la voix déformée par la haine et l'excitation. Alors, le vieux, tu descends ou je décore ta camionnette avec ta cervelle. Sors de là, tout de suite. J'attendais la panique, les mains en l'air, la soumission immédiate. Était le protocole habituel, la danse que nous connaissions par cœur. Mais ce jour-là, la musique avait changé. Le chauffeur, un homme d'environ 55 ans, avec une casquette usée et une gauloise collée à la lèvre, n'a pas paniqué. Il a éteint le moteur avec un calme glacial, a posé les clés sur le tableau de bord et a tourné la tête vers moi. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais jamais vu, du mépris. Un mépris pur, froid, absolu. Il ne m'a pas regardé comme une victime. Il m'a évalué. Son regard était celui d'un professionnel. Il analysait ma posture, mon arme, la position de mes hommes. Il n'était pas un civil pris au piège. Saïs était un opérateur en pleine analyse de la menace. Un frisson a parcouru mon échine, un signal d'alarme primal. Quelque chose n'allait pas. Ce type n'avait pas la posture d'une victime. Il avait la posture de quelqu'un qui allait tirer le premier. Mon cerveau hurlait « piège », mais la cupidité et l'ego hurlaient « argent ». Papo Reto, le vieux, ouvre cette porte maintenant ou je la transforme en passoire, a lancé Yacine, impatient. Pointant son arme vers la serrure, le chauffeur a levé lentement sa main gauche, paume ouverte, un geste universel de reddition. Mais son regard n'a pas quitté le mien. Il y avait une lueur d'ironie dans ses yeux, comme s'il s'amusait de notre arrogance. C'est ce détail qui aurait dû nous faire fuir. Le prédateur qui s'amuse avec sa nourriture avant de la dévorer. Il y avait un autre détail qui clochait. Sa main droite, celle qu'on ne voyait pas bien, était posée près de la console centrale. Elle n'était pas visible, mais elle n'était pas non plus en l'air. Elle était en position d'attente, prête à actionner quelque chose. J'ai eu un flash, une vision de ce qui allait se passer. Mais était trop tard. L'engrenage était enclenché, la machine infernale était lancée, et nous étions déjà broyés par ses rouages. J'ai senti la température chuter, malgré le soleil. Le silence est devenu lourd, oppressant. Le bruit du vent semblait s'être arrêté. Était le calme avant la tempête, le silence qui précède le premier coup de tonnerre. Chaque seconde étirait à l'infini.
Le regard du chauffeur était un compte à rebours, et je savais, au fond de moi, que nous venions d'atteindre le zéro. Nous n'étions plus les chasseurs, nous étions devenus la proie. Mon instinct de rue, celui qui m'avait sauvé tant de fois, criait à plein poumon. Il me disait de remonter dans la voiture et de disparaître, d'oublier l'argent, d'oublier la gloire. Mais l'ego est une cage. Une fois que tu es dedans, tu ne peux plus en sortir. J'y étais le fantôme, le lieutenant respecté. Je ne pouvais pas reculer devant un vieux livreur. C'est cette fierté qui a signé notre arrêt de mort. Le type dans la cabine a eu un minuscule hochement de tête, presque imperceptible. Ce N n'était pas pour nous. C était un signal. J'ai compris trop tard que ce N n'était pas un dialogue entre lui et nous. Il était en communication avec quelqu'un d'autre. Il n'était pas seul. Nous étions tombés dans une embuscade, un piège parfaitement orchestré où nous étions les seuls acteurs à ne pas connaître le script. Le rideau allait tomber. Soudain, le monde a explosé. Le chauffeur, Monsieur Bernard, a pressé un bouton avec sa main droite. La porte latérale de la camionnette n'a pas coulissé. Elle a été éjectée hydrauliquement vers l'extérieur avec la force d'un piston, projetée à plusieurs mètres. Ce N n'était pas une porte de fourgon, C était un bouclier d'assaut. De l'ouverture béante ont roulé 2 grenades assourdissantes qui ont explosé à nos pieds. Le monde est devenu un flash blanc et un sifflement insupportable. Avant même que je puisse retrouver mes esprits, assourdi et aveuglé, le son sec et méthodique des fusils HK G36C a déchiré l'air. Ça n'était pas les rafales de panique d'une Kalachnikov. C'étaient des tirs contrôlés, précis, par courtes rafales de 2 ou 3 coups, des tirs de professionnels. J'ai vu Sofiane s'effondrer, son torse perforé. Driss a tenté de riposter, mais a été fauché avant même d'avoir pu épauler son arme. Notre équipe a été neutralisée en moins de 3 secondes. La douleur fulgurante dans mon épaule m'a projeté contre la portière du 3008. Ma Kalachnikov est tombée de mes mains inertes. Désorienté, j'ai vu des ombres noires sortir de la camionnette, se déplaçant avec une efficacité terrifiante, en formation tactique. Ils portaient des casques, des gilets pare-balles, des cagoules. C'étaient des opérateurs, des fantômes sortis de l'enfer. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils étaient là pour éradiquer une menace. Yacine, mon cousin, le pitbull, a réussi à tirer une rafale désespérée vers la camionnette. Les balles ont ricoché sur le blindage invisible du véhicule. En réponse, il a reçu une seule balle, précise, en pleine tête. Son corps de 95 kilos est tombé comme une poupée de chiffon. J'ai vu la vie quitter ses yeux. Le chasseur était devenu une simple statistique, une base comptable dans une opération de police. Le vieux, le fameux Monsieur Bernard, est sorti de sa cabine. Il ne se tenait plus courbé par l'âge. Il était droit, en posture de combat, tenant un SX Sauer SP 2022 à 2 mains, avec la précision d'un tireur d'élite. Son visage n'exprimait plus le mépris, mais une concentration absolue. Il balayait la zone, identifiant les menaces restantes. Son regard s'est posé sur moi, et j'ai compris que J était le dernier actif hostile. Le changement de statut a été brutal, instantané. Il y a 1 minute, J était le prédateur, le roi de la jungle urbaine. Maintenant, J était un animal blessé, saignant sur l'asphalte sale de Marseille, à la merci d'une force que je n'avais même pas imaginée. Tout notre pouvoir, nos armes, notre réputation, tout s'est évaporé face à une violence supérieure, organisée, légitime. On n'était que des gamins jouant à la guerre. J'ai tenté de ramper vers mon arme, un geste stupide dicté par la panique. Une botte tactique s'est écrasée sur ma main, brisant mes doigts avec un craquement sinistre. J'ai hurlé de douleur. Le vieux, qui était en fait le commandant roux de la BRI, s'est penché sur moi, son arme toujours pointée sur mon visage. Le canon froid de son SIG Sauer sentait l'huile et la mort. Le silence était revenu, encore plus lourd qu'avant. Le périmètre a été bouclé en moins d'1 minute. Des Peugeot 5008 noirs, banalisés, sont arrivés en silence, sans sirène. Ce N était pas les flics locaux. C était la BRI, la légendaire brigade anti-gang. Ils ont débarqué, méthodiques, pour nettoyer la scène. Ils ont posé des marqueurs, pris des photos, récupéré nos armes. C était une procédure clinique, la dissection froide de notre échec monumental. Pendant qu'un de ces hommes me passait des menottes en plastique qui me cisaillaient les poignets, le commandant roux s'est accroupi à côté de moi. Il a retiré sa casquette, révélant des cheveux grisonnants coupés courts. Il a approché ses lèvres de mon oreille
et a murmuré d'une voix calme et pleine d'une autorité sans appel, « Tu te prenais pour un caïd, gamin? Bienvenue dans la cour des grands. L'opération est terminée. » L'humiliation a été totale. Ils nous ont laissés là, face contre terre, pendant que les services officiels arrivaient. Les gyrophares, les badauds, les journalistes. On est passé de seigneur de guerre à fait divers en quelques minutes. Le tuyau n'était pas un tuyau, C était un appât. L'argent n'a jamais existé. C était une opération de renseignement conçue pour nous attirer hors de notre terrier et nous décapiter. Un tuyau crevé, dans sa forme la plus pure et la plus létale. Le procès a été une formalité. L'accusation avait tout. Les enregistrements audio de la camionnette, les vidéos des caméras de surveillance, nos armes, notre présence sur les lieux. J'ai pris 20 ans ferme pour tentative de meurtre en bande organisée, sur personne dépositaire de l'autorité publique, association de malfaiteurs et port d'armes de guerre. 20 ans. Une vie entière à payer pour 2 heures d'arrogance. Yacine, lui, a pris une balle dans la tête. Le seul autre survivant de mon équipe a pris 15 ans. Il a perdu l'usage de ses jambes. On s'est croisé une fois au parloir, en fauteuil roulant. Il ne m'a pas regardé. Dans ses yeux, il n'y avait que du vide et de la haine. J était le chef, le cerveau. C était ma responsabilité. Je l'avais mené, lui et les autres, directement à l'abattoir. J'ai porté ce poids chaque jour de ma peine. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis ici, à la prison des Baumettes. Mon épaule ne s'est jamais complètement remise. Elle me lance à chaque changement de temps un rappel constant de mon erreur. Le respect que j'avais dans la cité s'est transformé en poussière, en une blague qu'on raconte aux jeunes pour leur apprendre à ne pas être trop ambitieux. Le fantôme est devenu un vrai fantôme, une ombre qui hante les couloirs de la prison. Ici, je ne suis plus un lieutenant, je suis juste Karim, le matricule 84732. Pire, je suis une hippoucave, pour certains, celui qui a mené son équipe au massacre. Ma légende est devenue une mise en garde. Ma fille grandit sans moi, je ne vois son visage qu'à travers une vitre épaisse. Une fois par mois. Elle me connaît plus comme une histoire triste que comme un père. C'est ça, la vraie peine. Et le commandant Roux, le fameux Monsieur Bernard, il est devenu une légende au quai des Orfèvres à Paris, le chef de la BRI nationale. Il a reçu la Légion d'honneur pour cette opération. Il donne des conférences dans les écoles de police sur les techniques d'infiltration. Il a gagné une médaille et la reconnaissance de la République. Moi, j'ai gagné 20 ans d'ombre et le mépris de mes anciens frères. La leçon de cette histoire, celle que vous ne lirez jamais dans les journaux, est simple. À Marseille, tu peux être le plus gros requin du vieux port, le caïd le plus craint de la ville. Mais n'oublie jamais que dans l'océan, la République, c'est la putain de baleine. Elle est lente, elle est lourde, mais quand elle décide de bouger, elle t'avale sans même s'en rendre compte. On pensait être au sommet de la chaîne alimentaire. On se croyait les prédateurs ultimes, les rois de notre territoire. Ce jour-là, sur ce rond-point baigné de soleil, on a découvert avec la plus grande violence qu'on n'était même pas des chasseurs. On n'était que l'appât. Et le piège, il ne s'est pas refermé sur nous. Il a toujours été là, attendant juste qu'on soit assez stupide pour y entrer. Il était 15h32, un mardi. Le Mistral soufflait fort, charriant une odeur de poussière, de pain et de mer lointaine. Mais la seule odeur que je sentais, c'était celle de la cordite et de mon propre sang qui coulait sur le bitume. La porte latérale de cette camionnette blanche s'est ouverte. Elle n'a pas fait le bruit d'une porte de fourgon. Elle a fait le son d'un coffre-fort de banque qui se déverrouille. À cet instant, j'ai compris. Nous n'étions pas en train de braquer un livreur. Nous venions de frapper à la porte de l'abattoir. Cette histoire ne restera pas longtemps en ligne. La DGSI efface des témoignages comme celui-ci tous les jours pour protéger ses protocoles d'opération. C'est un document classifié que je vous livre, une archive vivante d'une guerre de l'ombre. Alors avant que mon récit ne disparaisse dans les serveurs de El-État, laissez votre like et abonnez-vous. C'est le seul moyen de garantir que ces vérités continuent de circuler, de percer le silence officiel. C'est la vie et c'est le prix à payer pour savoir. Maintenant que vous avez renforcé le canal, que vous faites partie du cercle des initiés, revenons 2 heures avant l'enfer, avant que le son des HK G36C ne déchire le calme des quartiers nord, avant que le nom de Karim, le fantôme, ne devienne synonyme des échecs cuisants. L'arrogance était notre carburant, et ce jour-là, on avait fait le plein. On se sentait invincible.
Des dieux de béton et d'acier régnant sur notre petit royaume de misère et de millions. On était le système, frérot. À la Castellane, notre parole était la loi de la République. Les flics de la BAC, la brigade anti-criminalité, mangeaient dans notre main, comptant de leurs enveloppes pour fermer les yeux sur nos activités. On contrôlait le terrain, chaque four, chaque hall d'immeuble. La DZ Mafia N était pas un gang, C était une institution, une multinationale du stupéfiant qui pesait des millions d'euros par mois. Et on se croyait intouchable, au-dessus des lois des hommes. Mon équipe, C était la garde rapprochée. Yacine, mon cousin, 28 ans, un pitbull de 95 kilos qui ne vivait que pour l'adrénaline de l'affrontement. Il y avait aussi Sofiane et Driss, deux jeunes loups affamés, rapides à la gâchette et encore plus rapides pour dépenser l'argent. Et moi, Karim, le lieutenant, le cerveau, à 34 ans. J'aurais été celui qui planifiait les opérations de force, les extractions, les attaques contre les clans rivaux. La couronne M était promise. Notre arsenal était celui d'une petite armée. Dans le coffre de nos voitures, des Kalachnikov AKM de fabrication serbe, robustes et terrifiantes, le symbole de notre pouvoir. À la ceinture, chacun portait un Glock 19 autrichien, fiable et discret. On avait des munitions à pointe creuse, conçues pour causer un maximum de dégâts. On n'était pas des amateurs. On se voyait comme des opérateurs, des soldats d'une guerre urbaine que nous étions en train de gagner. La motivation, ce jour-là, était double, la cupidité et le pouvoir. Un tuyau, une information prétendument en or, nous était parvenue d'un informateur. Une camionnette devait transporter 500 000 € en liquide, le paiement du clan rival, le clan Yoda, à ses fournisseurs espagnols. C'était l'occasion rêvée de les paralyser financièrement et de nous affirmer comme les seuls rois de Marseille. Le plan était de moi, l'embuscade était mon chef des œuvres, la gloire serait mienne. On se sentait comme des prédateurs guettant leur proie. Installés dans une Audi RS6 noir mat, on écoutait du Jules Lafont, les basses faisant vibrer les vitres teintées. Les liasses d'euros s'entassaient sur le tableau de bord, vestige des bénéfices de la nuit précédente. On se sentait au sommet du monde, invulnérable, ignorant que nous n'étions que du bétail que l'État avait décidé d'engraisser avant l'abattage. L'arrogance est un poison lent. Tu ne sens ses effets que lorsqu'il est trop tard. Le plan était simple, brutal, efficace. Une technique de levrette classique. On allait coincer la camionnette dans le rond-point qui servait de goulot, deux étranglements pour entrer dans la cité. Un véhicule devant, un véhicule derrière. Pas d'échappatoire. On descendrait lourdement armé. On récupérerait l'argent et on disparaîtrait dans le labyrinthe de la Castellane. Une opération de 10 minutes, propre, sans bavure. On l'avait fait des dizaines de fois, c'était notre routine, notre savoir-faire. Le jour J, l'air était électrique. Le soleil tapait sur le bitume du rond-point qui étranglait l'entrée de la cité, créant des mirages de chaleur. On était postés. L'Audi RS3 grise et notre Peugeot 3008 noir. Deux bêtes de métal prêtes à bondir. La tension était là, bien sûr, mais C était la bonne tension, celle qui précède le jackpot. Dans les talkies-walkies, que des blagues et des rires gras. On était les rois de la Castellane. Et ce rond-point, C, était notre salle du trône. Puis, elle est apparue. La camionnette Renault Master blanche, exactement comme décrite dans le tuyau. Elle avançait lentement, fatiguée, anonyme. Le véhicule parfait pour une transaction discrète. Une proie idéale, sans défense. J'ai regardé mon cousin Yacine, un sourire carnassier aux lèvres, et j'ai pensé, ça va être plus facile que de voler le sac d'une vieille. Le problème, c'est qu'on ne savait pas que la vieille était une championne du monde de combat libre. On regardait notre propre cercueil roulant. J'ai murmuré dans le talkie, c'est elle, phase 2. Le timing était parfait. Au moment où la camionnette entrait dans le rond-point, l'Audi a démarré en trombe et lui a coupé la route, la forçant à piler. Simultanément, j'ai plaqué le Peugeot 3008 juste derrière elle, bloquant toute retraite. Un sandwich parfait. L'opération se déroulait comme une chorégraphie mortelle que nous avions répétée des dizaines de fois. On était les maîtres du jeu, les seigneurs de ce périmètre. Je suis descendu avec Yacine et Sofiane, nos Kalachnikov serbes bien en évidence, tenus pointés vers le bas mais prêts à faire feu. L'image classique du pouvoir du narcotrafic marseillais. On avançait vers la cabine du conducteur, l'adrénaline pompant dans mes veines. C'était le moment que je préférais, celui où la peur dans les yeux de la victime confirmait mon statut, ma domination.
J'allais savourer chaque seconde de cette humiliation, de cette prise de contrôle totale et absolue. Dans ma tête, le film était déjà tourné. Le chauffeur allait supplier, pleurer, nous donner les clés et l'argent sans discuter. On allait peut-être lui mettre 1 ou 2 claques pour le principe, pour l'histoire. On repartirait avec un demi-million d'euros et le soir même, on fêterait notre victoire en faisant sauter le champagne dans une villa sur la corniche. La certitude d'une victoire facile est le piège le plus dangereux qui soit. C'est le poison de l'ego. On se sentait comme des loups encerclant un mouton égaré. La rue était déserte à cette heure-ci, le silence seulement brisé par le ronronnement de nos moteurs et le sifflement du Mistral. Chaque détail semblait confirmer que la chance était avec nous. Le véhicule était vieux, sans logo, conduit par un type qui devait être un simple employé, un civil payé une misère pour risquer sa vie, un pion sacrifiable dans notre grand jeu, une simple basse comptable. J'ai frappé la vitre du conducteur avec la crosse de ma Kalachnikov, un bruit sec et moche qui a fendu le silence. La confiance, l'adrénaline, tout ça me montait à la tête comme un mauvais alcool. J'ai hurlé, la voix pleine de cette arrogance qui nous servait de bouclier. « Alors, le vieux, tu descends ou je décore ta camionnette avec ta cervelle? Sors de là, tout de suite. » J'attendais la panique, les mains en l'air, la soumission immédiate. C'était le protocole, notre danse macabre habituelle. Mais le chauffeur, cet homme d'environ 55 ans, avec sa casquette usée et sa gauloise collée à la lèvre, n'a pas paniqué. Il a éteint le moteur avec un calme glacial, a posé les clés sur le tableau de bord et a tourné la tête vers moi. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Il y avait autre chose, une chose que je n'avais jamais vue auparavant, du mépris. Un mépris pur, froid, absolu. Il ne me regardait pas comme une victime. Il évaluait. Son regard était celui d'un professionnel. Il analysait ma posture, mon arme, la position de mes hommes. Ce N n'était pas un civil pris au piège. C était un opérateur en pleine analyse de la menace. Un frisson a parcouru mon échine, un signal d'alarme primal. Quelque chose n'allait pas du tout. Ce type n'avait pas la posture d'une victime. Il avait la posture de quelqu'un qui allait tirer le premier. Mon cerveau hurlait « piège », mais la cupidité et l'ego hurlaient « argent ». Arrête tes conneries, le vieux. Ouvre cette porte maintenant, ou je la transforme en passoire, a lancé Yacine, mon cousin, toujours impatient de passer à l'action. Il pointait sa calache vers la serrure, le doigt sur la détente. Le chauffeur a levé lentement sa main gauche, paume ouverte, un geste universel de reddition. Mais son regard n'a pas quitté le mien une seule seconde. Il y avait une lueur d'ironie dans ses yeux, comme s'il s'amusait de notre arrogance. L'instinct d'un gars de la rue, c'est tout ce que tu as. Et le mien hurlait à la mort. Ce vieux ne se tenait pas comme un livreur fatigué. Il se tenait droit, les épaules en arrière, même assis. Une posture de combat, celle d'un homme habitué à la violence et à la confrontation. Il n'était pas affalé sur son siège, il était en position, prêt à bondir. Ce N n'était pas un civil. C était un soldat, un flic. C'est quelque chose de bien pire. J'ai senti la température chuter malgré le soleil de plomb. Le silence est devenu lourd, oppressant. Le bruit du vent, le Mistral qui ne s'arrête jamais, semblait être tu. C était le calme avant la tempête, le silence qui précède le premier coup de tonnerre. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Le regard du chauffeur était un compte à rebours, et je savais, au plus profond de moi, que nous venions d'atteindre le zéro. Nous n'étions plus les chasseurs. Il y avait un autre détail qui clochait, un détail qui a tout fait basculer dans ma tête. Sa main droite, celle qu'on ne voyait pas bien, était posée près de la console centrale. Elle n'était pas visible, mais elle n'était pas non plus en l'air, innocente. Elle était en position d'attente, prête à actionner quelque chose. J'ai eu un flash, une vision de ce qui allait se passer, mais était déjà trop tard. L'engrenage était enclenché. Le type dans la cabine a eu un minuscule hochement de tête, presque imperceptible. Ce N n'était pas pour nous. C était un signal. J'ai compris trop tard que ce N n'était pas un dialogue entre lui et nous. Il était en communication avec quelqu'un d'autre. Il n'était pas seul. Nous étions tombés dans une embuscade, un piège parfaitement orchestré où nous étions les seuls acteurs à ne pas connaître le script. Le rideau allait tomber sur notre petite comédie. La certitude m'a frappé comme une balle en pleine poitrine. On avait fait une erreur fatale. Le tuyau, l'argent, la camionnette facile, tout était faux. On n'était pas des prédateurs sur le point de dévorer leur proie. On était le bétail qu'on avait attiré à l'abattoir avec une promesse de nourriture facile.
J'ai ouvert la bouche pour crier « On se casse !» mais le son qui est sorti n'était pas ma voix. C'était le bruit de l'enfer qui s'ouvrait. La rage m'a aveuglé. J'ai hurlé un dernier ordre, une dernière insulte, lui ordonnant d'ouvrir cette putain de porte. Il a levé sa main gauche comme pour obéir, un geste lent, presque théâtral. Mais était un tour de magie, une diversion. Sa main droite, cachée près du levier de vitesse, a pressé un bouton. Je n'ai pas entendu le clic d'une serrure. J'ai entendu le sifflement d'un système hydraulique qui s'arme. Le son d'un piège à ours qui se prépare à se refermer sur nous. La porte latérale du master n'a pas coulissé. Elle a été éjectée vers l'extérieur avec la force d'un bélier, projetée à plusieurs mètres comme un bouclier d'assaut. De l'ouverture béante ont roulé 2 cylindres noirs qui ont atterri à nos pieds. Avant que mon cerveau ne puisse identifier les grenades assourdissantes, elles ont explosé. Le monde est devenu un flash blanc aveuglant et un sifflement strident et insupportable qui a percé mes tympans. J était sourd, aveugle, complètement désorienté. Avant même que je puisse retrouver mes esprits, le son sec et méthodique des fusils d'assaut HK-G36C a déchiré l'air. Ce n'étaient pas les rafales de panique d'une Kalachnikov. Étaient des tirs contrôlés, précis, par courtes rafales de 2 ou 3 coups, une signature de professionnel. J'ai vu Sofiane, à ma droite, s'effondrer comme une marionnette dont on coupe les fils, son torse perforé par une dizaine d'impacts. Il n'a même pas eu le temps de crier. Driss, le plus jeune, a tenté de riposter, de lever son arme dans un geste de pure panique. Il a été fauché avant même d'avoir pu épauler, son corps projeté en arrière par la violence des projectiles. Yacine, mon cousin, le pitbull, a réussi à tirer une rafale désespérée vers la camionnette. Les balles de calibre 7.62 ont ricoché sur le blindage invisible du véhicule. En réponse, il a reçu une seule balle, précise, chirurgicale, en pleine tête. Son corps de 95 kilos est tombé comme un sac de ciment. La douleur fulgurante dans mon épaule m'a projeté violemment contre la portière du 3008. Était comme si un fer rouge venait de me transpercer. Ma Kalachnikov est tombée de mes mains inertes, un bruit de ferraille pathétique sur le bitume. Désorienté, le sang coulant le long de mon bras, j'ai vu des ombres noires sortir de la camionnette. Ils se déplaçaient avec une efficacité terrifiante, en formation tactique, balayant tous les angles. Ils n'étaient pas là pour nous arrêter. Ils étaient là pour nous éradiquer. Le changement de statut a été brutal, instantané. Il y a 1 minute, J était le prédateur, le roi de la jungle urbaine, le lieutenant de la DZ Mafia. Maintenant, J était un animal blessé, saignant sur l'asphalte sale de Marseille, à la merci d'une force que je n'avais même pas imaginée. Tout notre pouvoir, nos armes, notre réputation, tout s'est évaporé face à une violence supérieure, organisée, légitime. On n'était que des gamins jouant à la guerre, et les adultes venaient d'entrer dans la pièce. Le vieux, le fameux Monsieur Bernard, est sorti de sa cabine. Il ne se tenait plus courbé par l'âge, il était droit, en posture de combat, tenant un Sig Sauer SP 2022 à 2 mains, avec la précision d'un tireur des élites. Son visage n'exprimait plus le mépris, mais une concentration absolue. Il balayait la zone, identifiant les menaces restantes. Son regard s'est posé sur moi, le dernier actif hostile, et j'ai compris que mon histoire s'arrêtait ici, sur ce rond-point maudit. J'ai tenté de ramper vers mon arme, un geste stupide dicté par la panique, le dernier sursaut de mon ego de caïd. Une botte tactique s'est écrasée sur ma main valide, brisant mes doigts avec un craquement sinistre qui a résonné dans ma tête. J'ai hurlé de douleur, une plainte animale et pitoyable. Le vieux, qui était en fait le commandant roux de la BRI, s'est penché sur moi, son arme toujours pointée sur mon visage. Le canon froid de son SIG Sauer sentait l'huile et la mort. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant, seulement troublé par mes gémissements. Les ombres noires avaient insécurisé le périmètre. Leurs armes pointaient sur moi. J était le dernier survivant, le trophée de leur chasse. Tout était fini. Le plan, la gloire, l'argent, mes hommes, tout avait disparu en moins de 3 secondes. Je n'étais plus Karim, le fantôme. J était juste un corps brisé, une base comptable dans une opération de police parfaitement exécutée. Le prédateur était devenu la proie. Le silence qui a suivi était pire que les tirs. Un silence de mort, épais, seulement brisé par mes propres gémissements et le sifflement du Mistral.
L'odeur de poudre chaude et de sang métallique me brûlait les narines. Autour de moi, mes frères, ma garde rapprochée, n'étaient de plus que des corps disloqués sur le bitume chaud. 3 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu pour éteindre notre règne. J'y étais à terre, une épaule en miettes, regardant le ciel bleu de Marseille, comprenant que la chasse était terminée. Puis, sans une sirène, 2 Peugeot 5008 noirs, banalisés, ont glissé jusqu'à nous. Ce N n'était pas la BAC, pas les flics du quartier qu'on arrosait. C étaient des fantômes, des ombres qui se déplaçaient avec une économie de mouvement terrifiante. Ils ont formé un périmètre, méthodique, silencieux, comme des chirurgiens autour d'une table d'opération. Notre territoire, notre cité, venait d'être annexée par une force d'occupation invisible. Une armée que nous n'avions jamais su exister dans nos pires cauchemars. Le vieux, le fameux monsieur Bernard, s'est approché. Il n'était plus courbé, mais droit comme un I, son Sig Sauer toujours pointé vers moi. Il a donné un coup de pied dans ma Kalachnikov, l'envoyant riper sur le goudron. Alors que l'un de ses hommes me passait les menottes, il s'est accroupi et a murmuré à mon oreille « Tu te prenais pour un caïd, gamin ?» Bienvenue dans la cour des grands. C était le commandant Roux, de la BRI, l'anti-gang. L'humiliation a été la pire des blessures. Ils m'ont laissé là, le visage écrasé contre l'asphalte, comme un trophée pour les flics locaux qui arrivaient enfin, gyrophares hurlant. J était le grand Karim, le fantôme, exposé comme un animal de cirque vaincu. Les hommes de la BRI ne m'ont plus adressé la parole, me traitant comme une pièce à conviction, un objet. Le clic des menottes en plastique a scellé la fin de ma vie d'avant. C était le son de ma propre sentence. Le procès fut une formalité, une blague sinistre. L'accusation avait tout, les enregistrements audio de la camionnette, les vidéos, nos armes. J'ai pris 20 ans ferme. 20 ans pour tentative de meurtre en bande organisée sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre survivant de mon équipe a pris 15 ans et un fauteuil roulant à vie. On est devenu des statistiques, des exemples. La justice de l'État n'est pas une négociation, c'est une équation. Et nous étions le résultat à effacer. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis ici, à la prison des Baumettes. Mon épaule ne s'est jamais complètement remise. Elle me lance à chaque changement de temps. Un rappel constant de mon erreur fatale. Le respect que j'avais dans la cité s'est transformé en poussière, en une blague qu'on raconte aux jeunes pour leur apprendre à ne pas être trop ambitieux. Le fantôme est devenu un vrai fantôme, une ombre qui hante les couloirs de la prison. Ici, je ne suis plus un lieutenant. Je suis juste Karim, le matricule 84632. Pire, je suis une poucave. Pour certains, celui qui a mené son équipe au massacre, une légende devenue une mise en garde. Ma fille grandit sans moi. Je ne vois son visage que à travers une vitre épaisse. Une fois par mois, elle me connaît plus comme une histoire triste que comme un père. C'est ça, la vraie peine, le véritable poids de ma sentence. Et le commandant Roux, le fameux monsieur Bernard, il est devenu une légende au quai des Orfèvres à Paris, le chef de la BRI nationale. Il a reçu la Légion d'honneur pour cette opération. Notre défaite est devenue sa plus grande victoire. Il donne des conférences dans les écoles de police sur les techniques d'infiltration. Il a gagné une médaille et la reconnaissance de la République. Moi, j'ai gagné 20 ans d'ombre et le mépris de mes anciens frères. La leçon de cette histoire, celle que vous ne lirez jamais dans les journaux, est simple. À Marseille, tu peux être le plus gros requin du Vieux-Port, le caïd le plus craint de la ville. Mais n'oublie jamais que dans l'océan, la République, c'est la putain de baleine. On pensait être au sommet de la chaîne alimentaire. Ce jour-là, on a découvert qu'on n'était même pas des chasseurs. On n'était que l'appât.